nous investir dans le secteur critique dont ce pays a besoin. Nous sommes des gens qui croyons fermement que ce pays a un potentiel phénoménal. Mais ce potentiel pour se réaliser demande qu'il y ait des leaders, des entrepreneurs qui prennent un certain niveau de risque et qui représentent, comme Peggy le disait tout à l'heure, un exemple pour d'autres et que les autres sont stimulés par ce qui s'est passé. Deux projets différents, mais une seule vision de modernité, d'excellence et d'alliance stratégique. Dans Pétionville, aujourd'hui, campent déjà les immeubles du complexe Oasis. Un développement immobilier multifonctionnel qui offrira en 2012 une variété de destinations, boutiques, banques, restaurants, bars, hôtels, salles fitness, bistrot-terrasses, centres de conférences. Un véritable îlot de modernité dans une commune en pleine expansion. Et Oasis, c'est tout ça. Un one-stop shop qui offre des facilités diverses à celles et ceux qui en sont les clients. Un oasis de verdure, un oasis de sérénité, un oasis touristique qui offrira aux visiteurs étrangers des espaces de plaisir, de travail, de repos et d'appréciation des capacités d'accueil d'Haïti. Vous verrez que dans l'aménagement intérieur de tous les espaces du complexe Oasis, il y aura une touche haïtienne. Une fierté haïtienne et un haut lieu des activités gastronomiques, économiques et festives. Nous allons offrir des services de qualité qui vont assurer le complexe d'une réputation dont le PDG et principal promoteur est Jerry Tardieu. Il a su gagner la confiance de nombreux investisseurs acquis à l'idée de matérialiser ce lendemain. Et s'il y a des grands projets Ipawa et Oasis qui peuvent servir de locomotive, n'oublions jamais que Haïti c'est aussi le dynamisme et la volonté des petits entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, de jeunes qui veulent faire avancer des choses, qui font des choses dans différents secteurs d'activité. Parmi les investisseurs d'Oasis, on trouve des personnalités connues de la société civile, du monde des affaires, mais aussi des cadres d'administration publique, des professionnels, ainsi que certaines grandes institutions publiques et privées, tant nationales qu'étrangères. Sur une propriété de plus de 50 000 m2, en plein cœur de Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil, surgit de terre des turbines électriques, des bâtiments impressionnants, des réservoirs géants. C'est un projet qui date de l'année 2004. De l'année 2004 où le promoteur principal, Daniel Rosier, a réalisé qu'aucun développement durable pouvait se faire sans énergie électrique pour permettre, parce que l'énergie électrique est un facteur de production qui est essentiel. C'est l'usine électrique E-Power que les ouvriers, ingénieurs et techniciens haïtiens et coréens ont mis plus de 5 ans à construire. Un travail de longue haleine, sans relâche, jour et nuit, pour offrir à Haïti une capacité de production énergétique additionnelle de 30 MW. E-Power est le premier projet de production d'énergie électrique réalisé par un groupe d'investisseurs privés haïtiens ayant à sa tête Daniel Rosier. Il a su convaincre d'importants partenaires étrangers à joindre cet effort colossal. Le contrat E-Power épargnera 24 millions de dollars par an au trésor public. En octobre 2006, il y a eu un appel d'offres international auquel nous avons répondu pour la fourniture de 30 MW dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Avant le séisme du 12 janvier, seuls 25% de la population haïtienne avait accès à l'électricité. Donc on a une usine Hyundai de 30 MW qui est composée de 8 moteurs et qui produisent sur une base continue. Les 30 MW de E-Power permettront d'augmenter de 40% la capacité de production d'énergie à Port-au-Prince à des coûts plus compétitifs, en brûlant du mazout.
investi dans l'amélioration de la vie des couches défavorisées des quartiers de Cité-Soleil. Par ailleurs, grâce à sa fondation, Oasis s'intéressera particulièrement à la formation des jeunes de la communauté. Bon, et je présente comme un compliment à ces pionniers au niveau d'e-Power ainsi que le complexe Oasis. Je peux citer Thierry Tordieu et Daniel Bouzier qui ont cru qu'ils pouvaient mobiliser les gens, c'est ça le leadership, parce qu'ils ont une idée, un projet ambitieux. Au départ, je connaissais les deux idées, parfois je leur disais, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir tout ça? Ils ont pu mobiliser localement les gens pour leur faire confiance. Ensuite, sur le plan international, la filiale privée de la Banque mondiale. Ensuite, aller du côté de l'Espagne pour Oasis, aller du côté de la Corée, une nouvelle mentalité, la mentalité asiatique dans les affaires. Donc, ce sont des succès et je pense que ça devait faire école et parler, expliquer tout ça comme cas d'étude dans les universités haïtiennes pour qu'il y ait des jeunes entrepreneurs à comprendre que voilà la voie à suivre, il y a d'autres opportunités. Non, je te remercie du compliment. C'est très flatteur que d'être comparé à Donald Trump qui est un géant de l'immobilier américain. Je ne crois pas. Je pense que Oasis, plus qu'un effort individuel, c'est d'abord une vision d'équipe. C'est d'abord un effort collectif avec des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour faire face à un défi et pour matérialiser les objectifs qui, même s'ils sont difficiles, sont atteignables. Je voudrais ajouter que nous avons 56 actionnaires, mais nous avons à peu près 44 obligataires aussi. Et ces obligataires sont un peu comme des actionnaires pour nous. Ce sont des gens qui ont foi dans ce projet, qui ont mis leur argent vraiment sans hésiter et qui participent à la formation du capital élargi de cette société parce que ce sont eux qui constituent les fonds quasi propres et donc ils sont importants. Et dans cette centaine d'investisseurs, il y a 98 Haïtiens. C'est vrai que nous avons tendance à toujours voir le négatif. C'est vrai que nous avons une tendance au fatalisme résigné qui ankylose les esprits de celles et ceux qui parlent d'Haïti, notamment dans les médias émergents. Mais Haïti, c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui ont confiance dans leur pays. C'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui font des choses positives. Ce sont des gens qui croient dans leur pays et qui pensent que les choses peuvent changer. Donc c'est quelque chose de très positif. Une chose positive et nous pensons que ça va servir d'exemple pour que d'autres Haïtiens, pour que d'autres personnes investissent, pas nécessairement dans l'énergie électrique, mais dans n'importe quelle activité, mais dans leur pays. Dans leur pays, parce que finalement, ça, c'est la caille, c'est la caille. Nous prenons du temps en Haïti pour surmonter nos chocs, mais je pense qu'une fois nos chocs surmontés, nos jeunes seront capables de prendre la relève et de faire d'autres projets pour nous. Je suis fier de ce que nous avons réalisé et j'espère que ce projet est le premier d'une longue série à nous. Car dès lors que nous aurons terminé avec le projet Oasis, nous avons encore d'autres projets de paix. Car Haïti est à construire un édifice et un établissement à la fois. Actionnaire de l'un de ces deux projets. Nous allons avoir maintenant, nous appelons sur le podium Thierry Tordieu. Pierre-Marie Poisson, le représentant de l'AFC à Naïm, qui est venu de la République dominicaine.
c'est la branche privée de la Banque mondiale. Je n'étendrai pas très longtemps sur le projet en lui-même, puisque je pense que le film en lui-même a été assez descriptif. Moi, je dirais en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on a apporté? On a apporté d'abord une velléité de démocratiser, comme tu dis dans le film, l'actionnariat. C'est-à-dire que nous avons voulu que l'actionnariat du projet Oasis soit un actionnariat inclusif, diversifié, éclaté. Ça veut dire qu'il y a des actionnaires qui vivent en province, il y en a d'autres qui vivent dans la capitale, il y a des actionnaires qui vivent à l'étranger, il y en a d'autres qui vivent en Haïti, il y a des plus jeunes, des moins jeunes, des moins âgés, des plus âgés. En quelque part, l'actionnariat du projet Oasis reflète la réalité de la société haïtienne. Il y a des grandes institutions qui ont mis beaucoup d'argent, il y a des professionnels avec des moyens modestes qui ont mis peu d'argent. L'idée, c'est que ces hommes et ces femmes ont eu ensemble une idée, une vision de se mettre autour d'une table et de réaliser quelque chose de positif pour leur pays. Chemin faisant, ils ont fait un bon investissement puisque la rentabilité financière tient la route, bien entendu. En termes d'innovation encore, une syndication de banque, on a trouvé chez la Banque nationale de crédit et avec IFC des partenaires pas seulement financiers, mais des institutions qui s'impliquent dans le projet, qui aident, qui collaborent, qui donnent leurs idées, qui sont actifs dans la matérialisation du projet. C'est très important aussi. Innovateur aussi, parce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'État accompagne ce genre de projet. Nous avons signé avec l'État haïtien une convention qui nous donne des avantages, dont une exonération de taxes sur l'impôt sur le revenu pendant 13 ans. Et nous ne payons pas de droits de douane sur toutes les importations de tout le matériel pour la construction et la finition de ce projet. La procédure de demande a été faite et nous avons été reçus par le directeur général du Centre de facilitation des investissements. Et je peux dire que dans les 2 à 3 semaines qui ont suivi notre demande, le nécessaire a été déjà fait. Le dossier était déposé au ministère du Tourisme qui lui-même a fait l'essentiel et nous étions en quelques mois prêts à commencer le projet. Donc on ne dit pas assez. De ce point de vue-là, l'État accompagne aussi. Et c'est important parce que l'innovation, elle n'est pas seulement dans le privé, elle est aussi dans le public. Et nous avons, par exemple, je reçois, par exemple, pour ne pas le citer, notre ancien ministre de l'économie et des finances, Henri Bazin, qui m'appelle un jour et qui me dit: est-ce que tu connais un certain Paul Altidore? Je lui dis non. Il se trouve que c'était le panéliste avant moi et qui est du fonds Clinton Bush au Haïti. Et en quelque part, l'idée c'était quoi? C'était que Henri Bazin, ministre de l'économie et des finances, intéressé à ce qu'il y ait un projet porteur d'avenir et de modernité, s'assurait aussi en marge de ses responsabilités comme serviteur public de mettre ensemble des potentiels partenaires sur un projet privé. C'est comme ça qu'est née la collaboration avec Clinton Bush et Tifon et le projet Oasis. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Peut-être que dans la séance questions-réponses, il y en a, je pourrais intervenir un petit peu plus tard. Le montant du projet, les fonds propres, financement local, c'est un projet de 29 millions de dollars avec une composante de financement de 14 millions apportée par la Banque nationale de crédit et IFC, ici représenté, et avec 15 millions de dollars de fonds propres, donc d'investisseurs haïtiens à 95%. Nous comptons dans notre actionnariat une centaine d'actionnaires aussi qui sont des petits porteurs. Donc, grosso modo, l'architecture financière du projet, c'est ce que c'est. Avant d'arriver au directeur général de l'IPAO qui fait la présentation, son frère, c'est le plus grand ou le petit? Qui parle de l'IPAO. Je suis une idée après ça, mon frère. Je suis presque à dire que j'attendrai que mon frère Auguste vous présente, mais je vais vous dire pourquoi. Je crois que le terme innovation, très souvent, est mal compris comme étant quelque chose qu'on innove dans un vacuum. C'est-à-dire, on fait une innovation parce que c'est beau. On invente un produit. Mais derrière une innovation, il y a d'abord une vision.
une vision de ce dont a besoin un consommateur, a besoin d'une collectivité. Et cette vision-là demande, pour être réalisée, une très bonne compréhension de ce que veut à la fois tous les acteurs, pas seulement ce que veulent tous les acteurs, et des challenges, des défis que ça présente de le réaliser. Et c'est là que Carolus va vous faire une présentation qui va vous montrer ce qu'il y a derrière ce qui s'est passé. Parce que l'histoire et l'exemple que peut tirer du Barreau, ce n'est pas seulement la beauté des bâtiments. C'est vraiment ce que ça prend en Haïti. Il a dit 2004, nous sommes en 2011. Ce que ça prend de faire un projet d'infrastructure important en Haïti. Vous allez voir que ce n'est pas seulement une question d'innovation pure, c'est une question de persévérance et de volonté. Maintenant, je dirais aussi une chose que j'ai dite, qui a été filmée, qui a été reportée le film. Cette vision-là, et cette responsabilité qu'il y a avec la vision, c'est ce qui va amener des gens à investir. Beaucoup plus que l'imagination, la compétence des acteurs autour. Je disais tout à l'heure à Thierry, je suis très fier de lui, parce que je sais un ami qui est un ami de l'hôpital. J'ai donné un tout petit peu de concours à Thierry. Il a été le premier poussier du programme de la Fondation Sogepol pour aller étudier dans une des écoles que je considère comme la plus prestigieuse. Parmi les plus prestigieuses du monde qu'il y a avant. Mais ce n'est pas ça qui fait que Thierry a fait Oasis. Ce n'est pas parce qu'il a été avant. C'est parce que Thierry a eu une idée. Et cette idée rencontrait un besoin de la société. Alors, je vais transposer ça dans le domaine de l'e-power. Quand Daniel Moussi a dit qu'il fallait de l'énergie privée en Haïti, il fallait arriver avec l'énergie privée, en fait, ce qu'il disait se traduisait de la façon suivante. Aussi paradoxal que ça paraisse, si on veut avoir de l'électricité à bon marché, elle doit coûter cher. Pourquoi elle doit coûter cher? Parce que vous allez voir compte que quand on veut avoir un prix au kilowattheure bas, dans un pays où on veut avoir l'électricité pour marcher, il faut d'énormes investissements. Plus on investit, plus le coût au kilowattheure diminue. Je vais vous donner des exemples très simples, à contrario de ce que vous avez vu chez l'e-power. Si vous prenez l'e-power aujourd'hui, l'e-power représente 57 millions de dollars pour faire 32 MW. Aujourd'hui, il y a le projet de 32 MW qui est en cours, qui est un projet de barrage hydroélectrique, qui va faire également 32 MW comme l'e-power. Sauf que vous savez combien ça va coûter, d'après les estimations initiales. Ça va coûter 191 millions de dollars. Alors, si vous voulez prendre les 32 MW et un diesel, ça va coûter beaucoup moins cher que l'e-power. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'innovation financière? À partir du moment où on commence à parler d'énormes montants à investir dans ce pays, on ne peut pas les amortir en 1 an, 2 ans, 3 ans. l'e-power s'amortit sur 15 ans. Mais dès qu'on dit qu'on va investir sur 15 ans en Haïti, mais qui est-ce qui est assez fou, que ce soit un bailleur de fonds, que ce soit un investisseur, pour faire un pari sur 15 ans en Haïti? C'est 3 présidents de la République, c'est 3 élections présidentielles. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'il vient avec? Ça veut dire que pour pouvoir prendre des gens qui ont un petit argent, c'est sur 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $, 1 million $, pour leur dire, vous allez mettre de l'argent pendant 15 ans en Haïti. C'est un pari en termes de communication, en termes de force de persuasion, extraordinaire. Extraordinaire. Alors on est passé par toute cette relation financière. Je vous dirai tout à l'heure que quand Louis va présenter le plan financier, bon, il y a 14 millions de $. Pourquoi tu as 15 millions $? Pour faire une usine de 60 millions $, on a besoin du CAR, qu'elle appelle les normes internationales. Du CAR en fonds propres. Sauf que, mobiliser 14 millions de $, en Haïti, surtout en 2004, là, c'est passé en 2004. Pourquoi les différences? 2004. Mobiliser 14 millions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on a dit qu'on ne va pas multiplier à 14 millions. On a dit qu'on va mobiliser 5 millions. Mais je vais vous dire une vérité. Les gens qui dans ce projet ont mis 5 millions de $, ont mis en 2005, alors que l'opération Bagdad battait son prix. L'opération Bagdad, vous savez ce que ça veut dire. Et ils ont mis cet argent sans savoir si ça allait gagner. Et quand on dit, va dire une autre chose. Non seulement on a passé des années, beaucoup plus d'années qu'on le pensait, avant de rentabiliser cet investissement,
Mais au moment où nous devions faire l'investissement, au moment où nous devions avoir le financement, le pays a déclaré banqueroute, il a déclaré qu'il ne pouvait plus payer ses dettes. Alors tout le monde a dit c'est une très belle chose. Sauf que notre investisseur à nous a dit, vous savez quoi, votre pays est bien quoi, il est en faillite. Il est en faillite. Donc comme c'est le gouvernement qui va acheter le gouvernement est en faillite, vous êtes en faillite. Vous ne pouvez pas. Et le financement est coupé. Il a coupé. Alors c'est là que vient AFC, qui a réalisé à quel point ceci c'est catastrophique. Et quand AFC s'est mis à négocier avec nous, nous ne savions pas ce que nous allions finir. Maintenant, la Corée qui a les machines des Coréens, la Honda nous a dit mais moi, je vous ai fait l'année dernière. C'est l'année dernière que j'ai fait le prix. Maintenant, vous me dites que vous avez perdu votre financement, vous allez recommencer. Moi, je veux 30% en plus. Parce que ça coûte plus cher, les machines. La FIA a augmenté. Ça coûte plus cher. Vous savez ce qu'on a dû faire? Et c'est ce qui s'appelle le pari sur l'avenir et qui a convaincu les gens que nous allions appeler après, pour ajouter dans nos fonds propres, que nous étions sérieux. On a pris notre argent qui était en banque, on a dit on vous paye la machine maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. On a payé 4 millions de dollars américains avant de savoir, avant de signer le contrat financier. Alors voilà ce que c'est que l'innovation. L'innovation, c'est avant tout l'audace proche de la folie et la capacité de communiquer cette audace à des gens qui sont aussi fous. Je vais laisser quand même se présenter, je ferai un commentaire. Tout à fait. Deux précisions. Les poissons, ils sont millionnaires. Oh, excusez-moi. Je parle de Bill Gates. Je parle de Zuckerberg, Facebook. Ils sont milliardaires. Ça fait des rôles de Qu'est-ce qu'il y a Farel a été le premier du programme de Bouzo. D'avoir le privilège de participer à deux projets qui sont reconnus comme emblématiques sur ce que peut être fait aujourd'hui, ce qui peut être fait aujourd'hui en Haïti avec la vision dont le film nous a bien montré ce en quoi elle consistait. Moi je dirais pour moi qu'il y a deux visions. Il y a une vision qui est la vision qu'en Haïti aujourd'hui on se doit de faire des projets qui sont aux meilleurs standards internationaux et je crois quand vous me demandez pourquoi est-ce que l'AFC a pris ce risque, je dirais c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'il y avait un alignement de vision avec les actionnaires sur l'objectif de faire des projets qui sont aux meilleurs standards internationaux. Ça veut dire les meilleurs standards techniques, les meilleurs standards de gouvernance, les meilleurs standards de transparence et les meilleurs standards également en termes de pratiques développementales, de pratiques sociales, de pratiques environnementales. La deuxième raison, la deuxième vision que nous partageons avec les actionnaires, c'est, je crois, la vision très forte de la SFI que le secteur privé aujourd'hui, avec une vision, a un rôle et doit se donner comme objectif de se donner des objectifs qui vont bien au-delà de la rentabilité financière, mais de se donner des objectifs qui réellement mesurent et quantifient l'impact sur les communautés économiques environnantes, l'impact sur l'économie. Et dans ces deux projets, et dans tous les projets que la SFI finance, nous regardons trimestriellement, non seulement est-ce que nous sommes remboursés, nous regardons est-ce que les projets sont performants, mais nous regardons est-ce que les projets atteignent leurs objectifs de lutte contre le changement climatique, est-ce qu'ils atteignent leur objectif de développement social, est-ce qu'ils atteignent leur objectif de payer des taxes à l'État, etc. Donc je crois que ce sont ces deux visions que nous partageons avec les actionnaires de ces projets qui font qu'on a décidé qu'il était important que AFC participe à la reconstruction la construction de Haïti, parce qu'on a démarré en tout cas pour e-Power avant le tremblement de terre et pour Oasis après. Ça c'est, je dirais, je ne veux pas parler trop longtemps de AFC, mais je dirais notre stratégie en Haïti aujourd'hui, elle est très simple. Elle est premièrement dans le court terme, on va citer que quelques-uns, le secteur agricole. Sur le plus moyen
nous aidons également le gouvernement et le secteur privé haïtien à améliorer l'environnement des affaires pour les entreprises qui sont plus petites, que l'on ne peut pas atteindre directement, et donc pour améliorer le climat des investissements en Haïti, améliorer l'accès au financement à travers le secteur bancaire, promouvoir Haïti comme une destination pour les investissements, etc. Nous avons un portefeuille de 30 millions de dollars ici dans le pays, et j'aime à dire que 30 millions de dollars de fonds propres de l'IFC, en réalité 45 millions de dollars si on ajoute les fonds que l'on a mobilisés d'autres institutions au service des entreprises haïtiennes. J'aime à dire que l'IFC est une institution de développement, pas une institution d'aide. Et donc ces 45 millions, c'est 45 millions pour lesquels nous avons confiance qu'ils vont être remboursés. C'est un énorme signe de confiance dans le pays. On veut faire plus, mais sachez que les investisseurs internationaux regardent ce que fait l'IFC dans un pays comme un signe que la destination est une destination dans laquelle une destination open for business. Donc je vais m'en tirer pas plus. Alors, il y a de ce côté du podium, il y a quand même 6 millions de dollars américains. C'est 2 projets. On aurait besoin, parce que chaque département, le complexe Oasis, ou même pas. Est-ce que nous avons atteint notre quota? Est-ce qu'on peut trouver d'autres argent? Alors, ce chiffre se rapproche du chiffre de Charles Dajouan de 1 milliard de dollars américains qu'on a besoin pour les investissements actifs. Est-ce que la SFI a d'autres fonds si on vient avec des projets aussi sérieux? Bien entendu. La SFI est extrêmement engagée au service de Haïti. Nous avons un portefeuille qui a cru considérablement depuis le tremblement de terre. Nous voulons faire beaucoup plus. J'ai mentionné quelques secteurs dans lesquels nous voulons aider des projets du même type, des projets qui partagent la même vision. J'ai cité un certain nombre de secteurs qui sont les opportunités de demain pour le pays. Je crois que nous avons travaillé toute l'année sur un certain nombre de projets en pipeline qui sont extrêmement intéressants. Il y a beaucoup d'entrepreneurs haïtiens, j'ai l'habitude de dire parce que depuis simplement 6 mois que j'ai commencé à travailler dans le pays, je suis étonné lorsqu'on est un entrepreneur en Haïti, on peut être un entrepreneur n'importe où dans le monde. Alors, d'un côté, il faut travailler à ce que l'environnement des affaires soit plus facile pour les entrepreneurs haïtiens, mais d'un autre côté, les entrepreneurs haïtiens ont développé une capacité de résilience, de persévérance et d'innovation dont on voit bien les résultats. Donc je crois qu'il y a ici n'a pas de limite sur ce que l'on peut faire en Haïti. La limite est dans l'imagination des promoteurs haïtiens et elle vient à Et je crois qu'il est intéressant ici de rappeler qu'un projet de ce genre, ce n'est pas fait en un jour, ce n'est pas fait en une semaine, ça prend du temps, ça prend de la persévérance. Et dans notre cas, il en a fallu beaucoup. L'idée de ce projet est venue en juin 2004 à notre promoteur, qui est Daniel Gérard-Rosier, et qui s'est dit, bon, on est en train d'essayer de lancer ce pays sur de nouvelles bases, mais sans énergie, c'est difficile de faire du développement. Et il a réalisé qu'il n'y avait pas vraiment de fonds alloués à la production énergétique, donc il a voulu faire un projet privé pour cela. Et assez rapidement, des institutions étrangères, la Citibank et l'OPIC, se sont intéressés à ce projet. Et dès mars 2005, ils étaient intéressés à financer la construction d'une usine électrique à Port-au-Prince. Mais il a fallu attendre octobre 2006 pour que l'État haïtien lance un appel d'offres pour appel de cette puissance. Entre octobre et mars, l'État a recueilli des offres de 7 firmes internationales et il a choisi en mars E-Power comme adjudicataire pour ce projet, sur la base bien entendu de la compétitivité des prix
Et le 17 janvier, nous avons finalement signé un contrat d'achat d'électricité avec l'État haïtien. Et nous avons commencé à chercher vraiment activement le financement pour ce projet à ce moment-là. Le 14 mars, l'État a signé une convention d'établissement qui était un outil nécessaire pour attirer les investisseurs. Le 28 mai, d'autre part, ils ont accordé une garantie souveraine au projet pour garantir les paiements. Mais voilà, le 15 juillet 2008, nous avons eu une crise financière mondiale qui a changé beaucoup de choses. Et la Citibank et l'OPIC ont un petit peu hésité, ce qui est normal, parce que la Citibank a connu bien des difficultés sur le plan international avec cette crise. Le 16 juillet, nous avons contacté la SFI, qui est une filiale de la Banque mondiale. Le 23 juillet de la même année, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, l'officiel de la BIC dit à l'OPIC que Haïti est en faillite. Bien entendu, l'OPIC a immédiatement retranché de son idée de garantir un investissement en Haïti. Le 29 juillet 2008, nous avons contacté des banques haïtiennes pour avoir une participation locale dans le financement du projet, et la Sogébank, ABNC et la Capital Bank. Le 14 août, comme il fallait s'y attendre, l'OPIC se retire officiellement et donc on perd notre financement le plus important. Le 15 août, on commence les négociations pour essayer de trouver des remplaçants à l'OPIC. On part à la SFI, à FMO, qui est une banque néerlandaise, à Proparco, à SIFI, et bien entendu aux 3 autres banques locales que j'ai citées tout à l'heure. Le 22 août, nous avons décidé, malgré que nous n'avions pas encore de financement pour réaliser le projet, nous avons décidé d'investir nos fonds propres et de payer un dépôt de 4 millions de dollars à Hyundai, parce que sans cela, on se retrouvait avec une augmentation énorme des coûts de construction, alors que notre contrat avec l'État était déjà fixé, donc on ne pouvait plus changer nos prix. Le 30 août 2008, Proparco se retire. Le 15 novembre, SIFI se retire. Le 1er avril 2009, Basic Energy, qui était jusque-là notre partenaire technique et qui allait aussi investir dans le projet, hésite. Pas à cause d'Haïti, heureusement, mais à cause de décisions stratégiques que Basic Energy fait sur ses propres affaires. Le 10 avril, immédiatement, nous contactons un partenaire coréen, partenaire technique, qui s'appelle Korea East West Power, mieux connu sous le nom de EWD. Le 15 avril, autre mauvaise nouvelle, Capital Bank se retire. Le 15 mai, Basic Energy se retire. Entre-temps, la SFI nous dit, bon écoutez messieurs, si vous n'arrivez pas à vraiment conclure les accords de prêt d'ici fin juin, nous aussi nous allons nous retirer. Le 25 juin 2009, nous signons finalement avec le nouveau partenaire technique EWB, qui investit donc dans le projet et qui débloque la situation et permet qu'on arrive à la signature des accords de prêt qui rendent ce projet possible le 1er juillet 2009. EWB, rapidement, vous comprenez, c'est une société qui produit 9500 MW en Corée du Sud. Notre projet est de 30 MW, ils en produisent 9500. Leur revenu annuel, 5 milliards de dollars. Part de marché, ça encore c'est très important, 12% du marché coréen. Ils existent depuis plus de 40 ans. Ils ont des ratings S&P A- et Moody's A2, donc c'est une société qui est quand même très solide. Et je vous montre rapidement la structure financière de e-Power. Actionnaires étrangers 3,3 millions, actionnaires locaux 5 millions, obligations subordonnées 5,8 millions, et les prêts, mezzanine d'abord de FMO qui est de 4 millions, et ensuite les prêts de SFI, 26 au total, qui comprennent un prêt A de la SFI et un prêt B
qui est fait par la SFI avec des fonds de FMO, et la SOGEBank, qui finalement, comme partenaire local, comme partenaire financier local, est resté avec le projet. Donc le total des prêts, 38,4 millions. Le total du projet, 56,7 millions. À cela, il faut ajouter une ligne pour les imprévus budgétaires qui avait 2 millions de fonds propres et 6,5 millions qui proviendraient de FMO. En total de 8,6 millions. Là, vous voyez le tombstone du projet qui montre les différentes composantes de financement qui ont été obtenues. Ceci nous a été offert par la SFI et on en est très fiers. Bon, alors, puisque nous avions maintenant le prêt, on a commencé la construction. Le 30 décembre, la firme qui a construit l'usine se mobilise sur le site et commence le complet et le mur d'enceinte. 30 septembre 2009. Et arrive le 12 janvier, que vous connaissez tous très bien. Je vous montre rapidement quelques photos, si besoin. Le port est détruit. Conséquence. Le navire qui avait laissé seulement quelques jours après le tremblement de terre refuse d'accoster à Port-au-Prince. Il veut aller en République dominicaine, à 230 km, et apporter nos 16 000 tonnes. 16 000 tonnes, pour que vous puissiez comprendre, c'est à peu près 450 à 500 containers. C'est l'équivalent de 450 à 500 containers qu'il aurait fallu transporter de Rio Haina jusqu'à Port-au-Prince. Nous avons dû nous battre. Nous avons fait venir un inspecteur d'une compagnie d'assurance pour assurer le bateau. Nous avons demandé à l'armée américaine qui était présente de nous aider à débarquer à Port-au-Prince. Nous avons mis la pression maximale sur l'armateur et finalement, le 25 février 2010, les équipements de l'usine sont arrivés. Je vous montre quelques photos. Nous avons mis à peu près 2 semaines pour débarquer la cargaison. Tout s'est passé bien, sans incident, et nous avons été encore fiers de pouvoir montrer qu'on pouvait travailler chez nous, débarquer les marchandises chez nous. La construction a donc repris en mars. En fait, le gros de la construction a commencé en mars 2010. Je vous montre quelques photos rapidement. Et pour que vous puissiez comprendre, on a commencé ce projet en 2004. Et c'est en mars 2010 qu'on a pu vraiment commencer à construire sur le terrain. Et on a construit de mars à décembre. Donc en fait, le projet n'a pas pris 5 ans pour être construit, il a pris 5 ans pour être monté et 8 mois pour être construit. Ça vous donne une idée. Hein? Il faut vraiment persévérer, il faut beaucoup de guts pour pouvoir y arriver, mais c'est faisable et la preuve est là. Alors on était sur le point de terminer notre projet, qu'on avançait très bien et qu'on espérait pouvoir commencer un petit peu plus tôt à produire. On a eu au mois d'octobre une épidémie de choléra. 4000 morts en quelques mois, en 3 mois. Conséquence, Hyundai Heavy Industries, qui est le principal constructeur et qui devait commissionner l'usine, menace de ne pas venir. Finalement, pu les convaincre, on a pris des actions pour protéger tous ceux qui travaillaient sur le site. Et là encore, on a pu éviter qu'aucun cas de choléra n'arrive sur le site. On en a eu un employé qui était à l'extérieur, qui a été soigné, heureusement, avec succès. On a donc continué. On est arrivé à la fin de novembre, au début de décembre, et c'était presque terminé. On était déjà en train d'entraîner le personnel et de prévoir l'inauguration. Mais entre-temps, il y a eu encore d'autres événements. Il y a eu le 8 décembre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé le 8 décembre. Vous le savez aussi bien que moi. Et encore une fois, nous avons perdu des jours, des
il a nécessité un montage légal complexe et coûteux. Plus de 41 contrats ont été développés et signés. Environ 1500 pages de littérature légale. Et bien entendu, 1,7 million de dollars payés aux avocats. Voilà ce que ça prend pour monter un projet, pour faire du project finance. Il faut le savoir aussi. Hein. C'est une expérience extrêmement intéressante, mais qui est très lourde. C'est à ce prix-là qu'on attire les investissements étrangers. C'est vrai que c'est lourd, un projet de 57 millions dépense 1,7 million de frais légaux. C'est très lourd, mais c'est comme ça. Peut-être que si nous en avons beaucoup, on arrivera à avoir un peu moins d'argent dépensé avec les avocats. Néanmoins, malgré tout cela, ce projet économisera, au coût actuel des carburants, il économisera environ 20 millions de dollars à l'État haïtien, enfin au pays, chaque année. Chaque année, il économisera 20 millions de dollars. La production d'e-power représente à peu près un tiers de la capacité qui est délivrée pour le mouvement à Port-au-Prince. Et ce projet est établi par choix, non pas par nécessité, mais par choix dans la commune de Cité-Soleil, parce que nous avons voulu aller vers les habitants de Cité-Soleil pour les inclure dans la vie nationale, pour que d'autres se sentent encouragés à aller aussi à Cité-Soleil, pour que peut-être à côté de nous se construisent des usines qui emploieront des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui viendront probablement en grande partie de Cité-Soleil. Et nous avons décidé très tôt aussi d'allouer 3% de nos revenus, pas de nos profits, de nos revenus, à des projets sociaux qui seront faits à Cité-Soleil. Il va y avoir le témoignage que des projets privés viables économiquement, transparents et rentables financièrement peuvent être réalisés en Haïti avec des capitaux haïtiens et étrangers. Les Haïtiens ont soif d'investir dans leur pays. En tout cas, c'est notre expérience, c'est ce que nous avons vu. L'usine a été construite dans le plus strict respect des normes internationales, y compris le respect des normes environnementales. Malgré les difficultés multiples que nous avons rencontrées et que je vous ai illustrées plus haut, e-power a réalisé son projet dans les temps et dans les budgets. Notre espoir, c'est que d'autres feront comme nous, seront encouragés par notre expérience et feront d'autres projets à Cité-Soleil ou ailleurs, mais d'autres projets qui font appel à des capitaux haïtiens élargis et sauront se mettre au pas dans le régime de la compétitivité pour pouvoir assurer à ce pays un développement durable. Merci. Voilà, la persévérance, la résilience, tous ces concepts qu'on entend dans les leaders de leadership. En fait, c'est en 7 ans, ils ont lu tous les chapitres du livre, toutes les pages du livre d'anthropologie. Alors, je reviens à Pépi, vous préparez une question de la vote, ça prend 2 nuits et une séance. Si c'est 7 ans, il n'y a pas ça à voir. La dernière chose que je pourrais ajouter également, comment pourrait-on faciliter les choses pour éviter l'étape qui est importante dans cet endroit. Il faut que les gens qui prennent des risques, et ces gens doivent être rentabilisés. Et l'un des plus gros obstacles d'Haïti, c'est que nous n'avons pas suffisamment de gens dans le domaine public qui sont d'accord avec ce que je dis là. Parce que pour permettre à les gens d'investir, quelqu'un termine en 2004, les gens en 2005, faire un projet pareil, si quelque part ils n'avaient pas la foi que leur capital allait être remboursé et approuvé, tu n'auras pas ce genre de projet-là. Bon, en énergie, qui est un des facteurs productifs essentiels pour développer les industries, si on n'investit pas énormément d'argent et avec amorti sur très longtemps, ça coûte plus cher au pays. Je vous donne un exemple. Quand on parle de 20 millions $, ça ne paie rien, c'est 20, ça paie 25. Tu les connais plus. Parce que c'est plus la varie. Mais ce qu'il faut, de façon consistante sur le projet, les estimations ont été d'abord entre 20 et 25 millions $. En économie, je le coût du fil.
Mais le diesel est obligé de raffiner également. Donc, dans l'échelle de raffinage, le diesel est plus cher que le raffinage. Donc, ce n'est que cette combinaison de deux choses qui fait l'économie. Et cette économie-là représente pour la nation haïtienne, pas pour l'investisseur privé, pour la nation, près de 40% de return annuel sur l'investissement du pays. Parce que ce que nous avons investi sur les Haïtiens, c'est le pays qui l'a investi. Donc, sur ce que le pays a investi pour faire des paroles, le pays gagne chaque année 40%. Ça veut dire que le return pour le pays est en 2 ans et demi, le pays gagne son argent. Donc, il faut également que l'investisseur privé, qu'il y ait un État qui déroule le tapis rouge, pas parce que c'est de la corruption, mais parce que si on ne déroule pas le tapis rouge prochain, les premiers investissements sont les plus difficiles, parce que je vous assure que le jour où il y aura 3, 4 power, jusqu'à les investisseurs étrangers, également la SFI, sera plus confortable pour faire un investissement haïtien. Haïti sera moins technicien. Et je vais vous dire une chose, moi les Coréens sont venus en 45 jours. Nous étions en pays. AFC est venu en moins de 45 jours. Et parce que d'abord, il y avait des investisseurs qui avaient dit, nous mettons notre argent à terre, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il grêle, nous allons le dépenser, nous allons perdre ou gagner. Mais nous n'allons pas le dépenser, nous n'allons pas faire. C'est ça que ça prend. Ça prend les pionniers, ça prend les jeunes, ça prend un État qui va changer de mentalité et qui va comprendre l'importance de l'investisseur privé qui va gagner l'argent. Très bien. Guy Lamotte, comment, comme facilitateur et le représentant du CFI, le Centre de facilitation d'investissement, comment éviter ce genre de choses amis du secteur public, on a besoin pour faciliter les choses. Ce n'est pas le bureau qui fait là, il faut toute la machine, le mécanisme. Est-ce que c'est faisable? Je vais tenter de répondre au départ sur la dernière partie de l'intervention de Guy. Quand il a fait mention à l'esprit de risque des investisseurs, à l'esprit de pionnier. Et qui a mentionné le changement de mentalité. Voilà. Disons, mon expérience au niveau de la facilitation, je fais depuis tantôt, à 4 ans, c'est pour la première fois que ce genre d'initiative a été prise en Haïti. Et il y a un changement de mentalité à opérer dans le secteur public, dans le secteur privé également, pour éviter toute suspicion. Le constat que j'ai fait, le secteur public, c'était la fonction, mais c'était jamais une opération orientée vers le business. Disons, le fonctionnaire de l'État, disons comme on dit en France, le fonctionnaire, ça fonctionne. Okay. Or, le système d'État orienté vers la facilitation doit être orienté doit comprendre l'esprit de risque, doit prendre en compte également comment fonctionne le business. Donc, on a besoin d'un État avec un esprit d'entrepreneur. Alors, le CFI est en charge de la facilitation. Mais le CFI n'est pas seul dans le circuit. Son goal n'est pas seul dans le circuit, et c'est la plus jeune institution à qui a été confiée cette tâche. Donc, j'ai dit ça tantôt, il y a peut-être 3 jours, il nous faut une coordination au niveau de toutes les institutions de l'État en charge de l'investissement pour mieux faciliter. Et j'entends par coordination que chaque institution ait sa tâche de manière précise et que l'institution chargée de faciliter ait vraiment la capacité de convocation, les ressources adéquates en coordination avec les autres secteurs. Ici, on a pu voir les 2 projets, Oasis et e-Power. Je vais répondre sur Oasis que je connais bien. Oasis, c'est le 2e projet
qu'on a reçus au CFI. On n'avait même pas un local, le deuxième projet. Et c'est l'un des 3 projets les mieux présentés, les mieux analysés. Vous voyez? Alors, parce qu'assez souvent, plusieurs promoteurs, ils ont des idées de projets. Ils ont parfois des projets, mais à l'analyse, on voit qu'il n'y a pas assez de substance. Et le facilitateur, ou encore la commission des investissements, ne peut pas réagir de manière optimale. Donc, et j'ai cru entendre aussi Jerry et qui va le également, pour avoir une bonne étude, vous devez dépenser de l'argent. Pour y parler, ça a coûté, je crois, 1,5 million entre avocats et tout. Cela veut dire que si on veut investir, on doit beaucoup dépenser pour avoir, je ne m'appelle pas le terme qui m'a employé tantôt, on doit beaucoup dépenser pour avoir un meilleur return sur l'investissement. Voilà, un meilleur rendement. Et on a constaté qu'en Haïti, à part ces 2 pionniers-là, les investisseurs haïtiens, au départ, on ne prend pas assez de risques au niveau des études à réaliser. Tout le monde, généralement la majorité, on se croit mettre en rédaction de plan d'affaires. Ou encore, on présente un projet sans plan d'affaires. On vous dit, ah non, c'est pas possible, c'est facile, je vais gagner. Mais inévitablement, au niveau de la commission des investissements, si l'État accepte d'avoir, je pourrais dire, un manque à gagner sur ce qu'il devrait percevoir au niveau des taxes et des impôts, faut-il que l'on voit là, et là on perd, et ensuite, la création d'emplois, le transfert technologique. Et au niveau de l'État aussi, ce que j'ai dit, ce que j'ai mentionné récemment sur l'Ouest, et au niveau du code des investissements en tant que tel, il y a un grand réaménagement. Cela veut dire que jusqu'à présent, nous, en Haïti, on a un code orienté sur les orientations fiscales uniquement. Et les autres aspects ne sont pas assez considérés. Et comme on l'a fait dans certains pays d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, et qui ont les problèmes actuellement, il faut que le code soit régional, il faut que le code soit sectoriel, pour que tous les secteurs de toutes les régions puissent trouver leur code. Notre code est à réformer. Il y a certaines mesures administratives qui peuvent y être opérées, mais aussi il y a une démarche de fonds qui doit être prise en compte afin qu'on puisse mieux prendre en compte l'investisseur, en un mot, afin qu'on puisse mieux faciliter l'investisseur. Je ne vais pas entrer dans les détails administratifs d'opérations, genre douane, DGI, on les connaît tous ici. Et globalement, c'est le renforcement institutionnel, le changement de modalité pour que le secteur public soit plus, comme on dit en anglais, business oriented. Merci. Merci, merci. J'espère que la mémoire fait défaut. Voilà ce que j'ai pu noter dans ces projets-là. Et l'innovation, le risque calculé et partagé, et moi la bonne, c'est aussi l'inclusion. L'inclusion. Comme on dit en créole. J'espère que vos collègues du secteur public vont travailler en coordination avec le SAP pour que la perception de CFI, c'est pas le C. Récemment, nous avons un projet. Attends, je connais. Vous voyez, je ne connaissais pas ce projet. Tu n'étais pas abordé à Prinza. Effectivement, il y a un projet qui s'appelle Prinza, dont on le retrouve même plus dans nos systèmes informatiques, je crois. Plus récemment, on a investi dans un projet dominicain qui crée aujourd'hui, je suis allé visiter il y a quelques semaines, 6500 emplois haïtiens dans des conditions remarquables, dans une zone industrielle qui s'appelle Haut-Débit à Wanamant, avec un potentiel de créer jusqu'à 20 000 emplois dans ce parc
au fur et à mesure qu'ils acquièrent de nouveaux clients. Nous continuons à investir dans le secteur bancaire, mais nous faisons aussi de l'assistance technique, à la fois au gouvernement sur des questions stratégiques. Et je crois que pour tout ce qui... J'aimerais revenir sur la question du secteur privé. On est relativement optimistique partout dans le monde. Je dirais, avoir des gouvernements qui ont compris comment utiliser le secteur privé pour un outil de politique de développement économique, ça a pris du temps. Il y a quelques dizaines d'années, combien y avait-il de centrales électriques privées et on peut prendre l'exemple dans tous les domaines. Aujourd'hui en Haïti, je pense qu'on constate tous un rapprochement de la chose publique et de la chose privée, et avec un bon esprit de part et d'autre. Un secteur privé qui a une vision qui doit aller vers un rôle plus inclusif, c'est un bon, mais on a beaucoup. Et un secteur public qui commence à comprendre que d'abord il n'a pas les moyens de développer tout seul, et deuxièmement c'est plus efficace de développer avec le secteur privé plutôt que d'empêcher le secteur privé de travailler. Voilà, merci Naïm. Chers amis, on peut rester tout l'après-midi à discuter de ce sujet extrêmement intéressant. Compliment monsieur du succès. Et Naïm a dit quelque chose de très intéressant en disant que l'haïtien est un entrepreneur. Alors, on disait local, on ne parle pas de créole pour Naïm pas comprendre. Ici, le président dit quoi que si blanc dit non, que composant, c'est que nous sommes composants. Si blanc dit pas, on ne peut pas faire l'élection, on ne peut pas faire le blanc dit que nous sommes entrepreneurs, et pour quel entrepreneur tout le monde jouer. Merci, chers amis, encore plaisir. Je voulais vous dire quelque chose de positif.